Avez-vous réellement conscience de la violence qui règne au sein de l'univers? Depuis la Terre, la voûte céleste semble calme, paisible, immuable. C'est également ce qu'ont pensé les premiers astronomes qui ont cherché à comprendre le ciel et ces objets brillants si captivants. Au-delà de l'image que nous en avons depuis notre planète, l'univers est en réalité le théâtre d'événements d'une violence rarissime. Collision de galaxies, supernova, impact d'astéroïdes et de comètes, il est soumis à des phénomènes le faisant perpétuellement évoluer. Grâce à certains de ces événements, la Terre a pu évoluer jusqu'à devenir propice à l'apparition de la vie et de l'homme. Les exceptionnelles avancées scientifiques dans le domaine de l'astronomie nous permettent de comprendre et même d'observer en direct cette violence située au-dessus de nos têtes. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre des événements les plus violents que subit l'univers. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage. La collision entre deux galaxies est un phénomène ordinaire de l'évolution des galaxies. Ce phénomène se produit lorsque deux galaxies se percutent à une vitesse suffisante pour pouvoir fusionner. Le gaz et la poussière des deux galaxies vont alors interagir. Le milieu interstellaire se trouve perturbé et réchauffé. Le choc peut déclencher un starburst, également appelé galaxie à sursaut de formation d'étoiles, chez l'une des deux galaxies. Ce phénomène engendre un taux exceptionnel de formation d'étoiles dans une des galaxies. Ces sursauts sont temporaires, car si le taux de formation d'étoiles demeurait si élevé, les réservoirs de gaz à l'origine des étoiles seraient totalement dissipés beaucoup plus rapidement que la durée de vie dynamique de la galaxie. Les étoiles présentes dans les deux galaxies, quant à elles, n'entrent généralement pas en collision les unes avec les autres, car les distances entre les étoiles sont plus élevées. Un starburst se définit généralement par trois facteurs. Le taux de formation d'étoiles, qui est le rythme auquel la galaxie va convertir le gaz et le transformer en étoile, la quantité de gaz disponible pour former les étoiles et la comparaison entre la période de formation d'une étoile avec l'âge de la galaxie. Pour qu'un starburst se déclenche, il faut qu'une grande quantité de gaz moléculaire soit concentrée dans un petit volume. Cela se produit généralement lors de fusion de galaxies. La catégorisation des différents starbursts n'est pas simple, car les galaxies ne présentent pas toutes des spécificités communes. Les sursauts peuvent en effet survenir dans le disque galactique ou bien être dispersés dans la galaxie. Des classes sont tout de même actuellement discutées par les astronomes. Les sous-types de starburst actuellement définis sont les galaxies compactes bleues, les galaxies lumineuses en infrarouge et les galaxies de Wolf-Rayet. Les galaxies compactes bleues arborent une faible masse et une faible métallicité. Dépourvues de poussière, on dénombre en leur sein un grand nombre d'étoiles chaudes relativement jeunes. Elles sont par conséquent lumineuses dans le bleu et l'ultraviolet. Les astronomes pensaient au départ que ces galaxies étaient jeunes, mais de vieilles populations stellaires ont été retrouvées dans un certain nombre d'entre elles. De plus, la majorité des galaxies compactes bleues présentent des traces d'interactions récentes. Les galaxies lumineuses en infrarouge se caractérisent par une concentration de poussière extrêmement élevée. Elles émettent une couleur rouge car les radiations ultraviolettes émises sont absorbées par la poussière et émises à nouveau sous forme d'infrarouge.
La plupart des galaxies lumineuses en infrarouge observées présentent un système à double noyau. Cela suggère que la formation d'étoiles a pu être déclenchée par une fusion de galaxies. Dans les galaxies de Wolf-Rayet, la majorité des étoiles brillantes sont des étoiles de Wolf-Rayet. Ces étoiles chaudes, de masse équivalente à plusieurs dizaines de masses solaires, vont se mettre à expulser de la matière sous forme de vents stellaires à haute vitesse durant une phase brève. Un starburst possède une grande réserve de gaz. La collision avec une autre galaxie est le déclencheur du sursaut en lui-même. À l'intérieur du starburst, l'environnement est extrême. Les étoiles massives en formation engendrent la présence de grandes quantités de gaz. Un des systèmes à sursaut d'étoiles les plus célèbres est celui des galaxies des antennes. La constellation du Corbeau fait partie des 48 constellations qui ont été répertoriées par l'astronome Ptolémée. Elle se trouve à proximité de la constellation de la Vierge, au nord et à l'est, de l'Hydre au sud et de la Coupe à l'ouest. La constellation du Corbeau abrite peu d'étoiles lumineuses. Ces 4 étoiles les plus brillantes sont Gamma, Beta, Delta et Epsilon. Gamma, avec sa magnitude de 2,59, demeure la plus brillante. Ces 4 dernières se repèrent aisément dans le ciel nocturne puisqu'elles forment un quadrilatère qui n'est pas ordinaire. Néanmoins, les objets célestes les plus marquants de cette constellation ne sont pas ces étoiles, mais 2 galaxies actuellement en pleine collision. Ce sont les galaxies des antennes. Également connues sous le nom de NGC 4038 et NGC 4039, les galaxies des antennes sont des exemples emblématiques de collisions galactiques. Même si les couples de galaxies en interaction sont plutôt fréquents dans l'univers, il est plus rare d'assister au spectacle que nous offrent NGC 4038 et NGC 4039. D'après les scientifiques, la collision aurait commencé il y a 600 millions d'années. Les galaxies des antennes sont à l'origine de galaxies spirales. NGC 4038 est très vaste et se situe à une distance de Hubble d'environ 95,2 millions d'années-lumière. Elle est également définie comme une galaxie à sursaut de formation d'étoiles. Elle présente un taux exceptionnel de formation d'étoiles par rapport aux autres galaxies observées. Ce phénomène ne représente qu'une étape dans la vie d'une galaxie et est certainement dû à l'interaction avec NGC 4039. Ce phénomène est donc limité dans le temps. L'interaction des galaxies des antennes dans le ciel nocturne est un véritable feu d'artifice illuminant des milliers de nébuleuses et d'amas d'étoiles jeunes. Ce spectacle est d'une beauté sans nom. Les bras des galaxies ont été amenés à se déformer et les noyaux à se rapprocher. Le choc a projeté 2 immenses jets d'étoiles et de gaz, ce qui a valu le surnom des antennes à ce duo céleste. À l'aide d'un instrument de 100 mm d'ouverture, il est possible d'observer le duo des galaxies qui apparaît comme une tache diffuse sans détail. Dès lors que l'on passe avec un télescope de 200 mm, la nature double de l'objet apparaît clairement. Sa forme prend l'aspect d'un V allongé vers l'ouest. Mais c'est seulement avec l'utilisation d'instruments de 300 à 400 mm que le spectacle est saisissant. Les 2 galaxies des antennes forment un magnifique boomerang asymétrique. NGC 4038, au nord, représente la partie la plus brillante et la plus incurvée, alors que NGC 4039, au sud, est plus fine. Les astronomes pensent que d'ici 400 millions d'années, ces 2 galaxies auront certainement fusionné. Cette échelle de temps gigantesque pour nous n'est rien à l'échelle de la vie de ces astres. Cette collision pourrait donner naissance à une galaxie plus grande, probablement de type elliptique.
La galaxie ultralumineuse en infrarouge la plus proche de nous est TARP 220. On la retrouve à environ 245 millions d'années-lumière de la Voie lactée, dans la constellation du Serpent. HARP 220 est le résultat de la collision de deux galaxies qui sont actuellement en train de fusionner en une seule. HARP 220 rayonne surtout dans l'infrarouge. L'essentiel de sa luminosité est issu de la formation intensive de jeunes étoiles, puisqu'elle constitue une galaxie à sursaut de formation d'étoiles. Des scientifiques ont pu observer plus de 200 amas stellaires au cœur de cette galaxie, certains atteignant des masses de l'ordre de 10 millions de masses solaires. HARP 220 possède un noyau de galaxies actives. Ce noyau se caractérise comme une région compacte qui se trouve au cœur de la galaxie. Sa luminosité est plus forte que la moyenne et n'est pas d'origine stellaire. Elle résulte, en théorie, de l'accrétion par un trou noir supermassif. La constellation de la Baleine est la quatrième plus grande constellation de la voûte céleste. Les étoiles les plus connues qui la constituent sont l'étoile Mira et l'étoile d'Ifta. Au sein de cette constellation se trouve le système HARP 147, également appelé le train d'anneau. Il s'agit d'un duo de galaxies actuellement en collision qui se trouve à 440 millions d'années-lumière de la Terre. Le train d'anneau représente parfaitement les effets les plus spectaculaires de collision entre galaxies. Les deux galaxies constituant la paire sont considérées comme des galaxies particulières, car elles ne sont ni elliptiques, ni spirales barrées, ni lenticulaires. Elles arborent tout de même une forme régulière. Les deux galaxies se présentent l'une de profil, évoquant le chiffre 1, et l'autre de face, semblant représenter le 0. À elles deux, elles dessinent un gigantesque 10. Cette figure extraordinaire qui s'affiche dans le ciel est due à une collision d'une violence extrême. La galaxie de gauche, représentant le chiffre 1, a traversé de part en part la galaxie de droite, représentant le 0. De la même façon qu'un caillou émet une onde au contact de l'eau, la collision a fait naître une onde là où a eu lieu l'impact. Cette onde de densité a parcouru la galaxie touchée jusqu'à l'extérieur, tout en heurtant les étoiles, les gaz et les poussières qui se sont mis à chuter vers le centre sous l'effet d'une force de gravitation accrue. La matière soumise à une haute température du fait de la collision s'est accolée en paquets, stimulant la formation de jeunes étoiles. À l'observation, une tache de couleur rouge apparaît en bas de la galaxie de droite, formant le 0. Il s'agit certainement du vestige restant du noyau de la galaxie après la collision. Constitué d'une cinquantaine d'individus, le groupe local est un amas très modeste dans lequel se trouve notre galaxie, la Voie lactée. Son évolution n'en demeure pas moins aussi tumultueuse que celle des plus gros regroupements de galaxies. À partir des stigmates relevés sur la galaxie d'Andromède, aussi appelée M31, des simulations numériques ont tenté de reconstituer son passé. À l'heure actuelle, M31 est la seule galaxie du groupe local dont la taille dépasse celle de la Voie lactée. 5 milliards d'années après le Big Bang, le groupe local se compose, en plus de la future Voie lactée, de deux galaxies de taille plutôt conséquente, dont l'une se trouve 4 fois plus massive que l'autre. Leur relative proximité engendre une attraction mutuelle qui les rapproche l'une de l'autre jusqu'à une collision inévitable 4 milliards d'années plus tard. La fusion de ces deux galaxies donne naissance à la galaxie d'Andromède. Les distances entre les étoiles des deux galaxies sont si grandes que tout autre choc frontal est exclu. Sous l'effet des forces de marée, une gigantesque traînée d'étoiles se forme. Une partie retourne en direction de la grande galaxie, fruit de la fusion en cours, l'autre partie échappe à l'emprise de cette dernière et se regroupe en deux galaxies naines nommées les nuages de Magellan.
Leur vitesse est telle qu'elles se retrouvent rapidement à proximité de la Voie lactée. Les supernovas se définissent comme des événements spectaculaires marquant la fin de l'évolution d'une étoile massive. Lors de ces gigantesques explosions, l'énergie libérée en quelques secondes est comparable à celle émise par une étoile tout au long de sa vie. Les phénomènes déclenchant ces explosions varient en fonction de l'appartenance de l'étoile, c'est-à-dire si elle est isolée ou si elle fait partie d'un système binaire. Dans ce dernier cas, l'explosion de supernova aura lieu seulement si l'étoile compagne du système binaire est une naine blanche. Dans certaines conditions, la naine blanche est liée gravitationnellement à son étoile compagne et elle absorbe la matière des couches superficielles de cette dernière. La matière capturée tombe sur la naine blanche et se réchauffe. Lorsqu'elle dépasse la limite de masse à laquelle se forme une nova, des réactions nucléaires se mettent en place jusqu'à sa destruction. Dans le cas d'une étoile isolée, c'est l'étoile elle-même qui explose lorsque tous les cycles de fusion nucléaire interne ont eu lieu. La gravité a alors le dessus et l'étoile entre en contraction très rapidement. Le réchauffement qui en découle déclenche des réactions nucléaires dans le noyau de manière incontrôlée. Une explosion survient, libérant suffisamment d'énergie pour détruire l'étoile. L'explosion laisse une trace derrière elle, appelée résidu de supernova. Il s'agit d'un nuage de gaz en expansion. Les astronomes identifient les supernovas grâce à leurs courbes de lumière caractéristiques. Elles manifestent en effet une augmentation rapide de leur luminosité qui dure plusieurs jours. Lorsque cette luminosité atteint un maximum, elle se stabilise pendant une dizaine de jours. Elle diminue ensuite de manière discontinue, puis décroît régulièrement. L'interprétation de la courbe de lumière permet d'étudier l'évolution et la dynamique de l'explosion. Les supernovas, du fait de leur extrême brillance, sont un des objets préférés des amateurs d'astronomie. C'est par ailleurs grâce à ces derniers que depuis 1990, une cinquantaine de supernovas ont été découvertes chaque année. Plusieurs supernovas ont marqué l'histoire de l'astronomie. Le 24 février 1987, Ian Shelton, un astronome d'origine canadienne, se lance dans la photographie à longue pause du Grand Nuage de Magellan, une galaxie naine proche de la Voie lactée, visible depuis l'hémisphère sud. Alors qu'il développe ses photographies, il est surpris par la présence d'un nouvel astre. Se renseignant auprès de plusieurs confrères, il découvre que l'astre a également été perçu par d'autres. Les premières traces de l'explosion parvenue jusqu'à la Terre ont été portées par les neutrinos, qui sont des particules difficilement détectables et émises rapidement en très grand nombre, peu de temps avant l'augmentation de luminosité de l'astre. SN 1987A est la première explosion de supernova observée au cours du XXe siècle à l'œil nu, dans des conditions d'observation optimales. Elle a fourni des données cruciales pour comprendre les mécanismes de ces explosions stellaires. Les principes généraux régissant le phénomène de supernova ont pu être confirmés. Les études indiquent clairement que 99% de l'énergie émise par les supernovas se fait sous forme de neutrinos. Mais pour la première fois en 1987, grâce à l'explosion de la supernova, l'émission de neutrinos a pu être observée instantanément. Lorsque le cœur de l'étoile s'effondre sous l'effet de la gravitation, les électrons fusionnent avec les protons pour former des neutrons et des neutrinos. Ces derniers interagissent très peu avec la matière et sont donc immédiatement relâchés. Une autre des caractéristiques de SN 1987A est que l'étoile qui lui a donné naissance était une supergéante bleue. La présence de 3 anneaux de gaz autour de la supernova
a permis de comprendre que l'étoile était passée de supergéante rouge à supergéante bleue environ 20 000 ans avant l'explosion. Cette étoile progénitrice se nomme SK 69202 ou Sandulik-69°202A. Elle est née il y a 10 millions d'années et arborait une masse équivalente à 20 fois celle du Soleil. Les astronomes furent surpris qu'il s'agisse d'une supergéante bleue et non d'une rouge, car il était à l'époque suggéré que seules les étoiles au stade de supergéante rouge évoluaient en supernova. À l'heure actuelle, le rémanent de la supernova demeure l'objet de nombreuses observations, même si la recherche du résidu compact n'a pour l'instant toujours pas abouti. Grâce à de nombreux instruments terrestres et spatiaux, elle a pu être observée de manière continue, que ce soit dans le domaine du rayonnement électromagnétique ou par des détecteurs de neutrinos. Le phénomène s'est produit à une distance d'environ 51,4 kPa de notre planète. En mai 1987, elle atteignait sa luminosité maximum avec une magnitude apparente d'environ +3. La supernova 1993J s'est produite dans la galaxie M81 en 1993. Elle a été découverte par un astronome amateur japonais et a été l'une des supernovas les plus brillantes du XXe siècle. Son ancêtre a été identifié comme étant une étoile supergéante de type K et caractérisée par un excès dans l'ultraviolet, ce qui peut être dû aux étoiles chaudes environnantes ou à une compagne binaire chaude. SN 1572, également appelée supernova de Tycho, est une supernova qui se trouve dans la constellation de Cassiopée, à 7500 années-lumière de la Terre. Elle doit son nom à l'astronome danois Tycho Brahe, qui l'a observée le premier le 11 novembre 1572. Ce jour-là, elle apparaissait sur la voûte céleste bien plus brillante que Vénus, avec une magnitude apparente de 4. C'est seulement en mars 1574 que sa luminosité repassera en dessous du seuil de visibilité à l'œil nu. Cette supernova est devenue l'un des événements les plus célèbres dans l'histoire de l'astronomie, puisqu'elle a contredit la théorie aristotélicienne de l'inaltérabilité du monde cosmique. En effet, depuis l'Antiquité, le monde au-delà de la Lune était considéré comme inébranlable. Pour les scientifiques de l'époque, il n'y avait qu'entre la Terre et la Lune que de nouveaux objets célestes pouvaient apparaître. La découverte de Tycho Brahe impliquait un nouvel objet bien plus distant. Au fil des mois d'observation, il constata également que l'astre n'avait pas changé de position par rapport aux étoiles fixes et qu'il ne pouvait donc pas être une planète, mais bien une autre étoile. En 1573, Tycho Brahe publie sa découverte en la nommant Nouvelle étoile. Cette expression totalement révolutionnaire bouleverse l'astronomie de l'époque. Cela a permis de mettre au point de meilleurs catalogues de classification astronomique et d'améliorer les instruments d'observation. L'étoile progénitrice de la supernova était probablement une naine ayant attiré à elle la matière d'une autre étoile compagne jusqu'à exploser. Les supernovas de type 1 comme SN 1572 n'impliquent pas la formation de nébuleuses extraordinaires. C'est pourquoi son faible rémanent ne fut retrouvé que dans les années 1960. Grâce au télescope spatial Chandra, des images étonnantes ont été fournies aux astronomes de la supernova de Tycho. C'est ainsi qu'ont pu être observés des grumeaux dans le reste de l'étoile, comme si plusieurs points d'allumage avaient existé au sein de la supernova. L'explication serait que SN 1572 aurait subi une explosion asymétrique. L'explosion a entraîné un large nuage de débris en expansion. Sur le pourtour se distingue une fine ligne bleue représentant les électrons à ultra haute énergie. La poussière formée est éjectée dans le cosmos.
De nombreuses autres étoiles habillent le voisinage de la supernova, tels des petits diamants blancs scintillants. SN 1604, également nommée la supernova de Kepler, est survenue dans la Voie lactée au sein de la constellation d'Ophiuchus en 1604. Il s'agit d'une supernova de type 1A, dite thermonucléaire, qui résulte de l'explosion d'une naine blanche. Dans la majorité des cas, cette dernière capture la matière d'une étoile compagne jusqu'à atteindre sa masse critique et exploser. Mais en ce qui concerne la supernova de Kepler, il semblerait qu'elle ait été déclenchée par la fusion de deux naines blanches, car aucune étoile brillante ne se trouve à proximité de la région centrale des restes de la supernova. SN 1604 a été observé par l'astronome allemand Johannes Kepler et a été visible à l'œil nu pendant plus d'1 an. Kepler n'a pas été le découvreur de la supernova, mais c'est lui qui a effectué les recherches les plus détaillées au sujet de l'astre. Il en fait état dans son ouvrage nommé « Sur la nouvelle étoile dans le pied d'Ophiuchus ». Cette supernova se trouve à une distance de 20 000 années-lumière de notre planète Terre. Sa situation relativement basse sur l'horizon et sa déclinaison de -21 degrés auraient pu la rendre difficilement détectable. Mais certaines circonstances ont été favorables à sa découverte. SN 1604 se situe dans une région où circulent les planètes du système solaire. Au mois d'octobre de cette année-là, Jupiter, Mars et Saturne se situent justement dans cette zone. Par ailleurs, le Soleil étant à la même période situé environ 60 degrés à l'ouest de cette région, la voûte céleste s'est trouvée facilement observable en début de nuit. De plus, la découverte de Tycho Brahe, une trentaine d'années plus tôt, avait suscité un engouement important chez les astronomes et un grand intérêt pour l'observation du ciel nocturne. Actuellement, des astronomes de la NASA annoncent que certains débris de l'explosion se déplacent encore dans l'espace à une vitesse pouvant atteindre 37 millions de kilomètres par heure. Rappelons que la vitesse moyenne des amas étudiés se situe aux alentours de 16 millions de kilomètres par heure. Les 4 amas les plus rapides de SN 1604 se dirigent tous dans la même direction et ont une composition chimique similaire. Ces données peuvent signifier que ces débris viennent d'une unique couche de l'étoile progénitrice. Ces vitesses de déplacement ont déjà été observées au sein de supernovas d'autres galaxies, mais uniquement juste après leur explosion. En ce qui concerne SN 1604, le déplacement de ces restes ne faiblit pas, même 400 ans plus tard. Ce phénomène n'est pour l'instant pas expliqué par les astronomes, mais plusieurs théories sont suggérées. L'explosion aurait pu être d'une telle violence que la matière a été éjectée à très grande vitesse, ou bien l'environnement de la naine blanche est grumeleux et les débris se sont frayés des chemins de faible densité sans être ralentis. SN 1054, également appelée supernova de l'an 1054, est célèbre pour le rémanent qu'elle a laissé derrière elle après l'explosion, connu sous le nom de nébuleuse du crabe. C'est l'un des objets les plus étudiés dans le ciel. La supernova a été observée en 1054 et a été documentée par des astronomes chinois et arabes. De nombreuses sources écrites attestent de l'explosion d'une étoile en 1054. À l'époque, en Chine, les astres transitoires, comme les comètes, les novas ou les explosions de supernovas, sont appelés étoiles invitées. Plusieurs témoignages au sein d'archives officielles relatives aux événements survenus durant certaines dynasties relatent ce phénomène en 1054. 3 autres textes japonais, des chroniques individuelles, mentionnent également cette étoile invitée au même moment. Dans le monde arabe à cette époque, les astronomes s'intéressent aux phénomènes cycliques alors que les explosions de supernovas sont plutôt considérées
comme des phénomènes atmosphériques. Il existe tout de même le témoignage d'un médecin décrivant une étoile spectaculaire qui apparaît dans le ciel. Tous rapportent qu'en juillet 1054, une étoile se met à briller si fort qu'elle dépasse l'éclat de Vénus. Elle reste visible en plein jour durant 3 semaines et elle le restera dans le ciel nocturne pendant près de 2 ans. 7 siècles plus tard, en 1757, le célèbre Charles Messier cherche assidûment la comète de Halley et la confond avec une petite nébuleuse située dans la constellation du Taureau. Afin d'éviter à nouveau les confusions, il décide de créer un catalogue d'astres diffus et attribue le numéro 1 à cet astre. En 1928, Edwin Hubble fait le lien entre l'étoile invitée des astronomes chinois et la nébuleuse Messier 1. Il s'agit en fait du nuage de gaz en expansion libéré par la supernova de 1054. Elle est surnommée la nébuleuse du crabe. Cette nébuleuse continue de croître à la vitesse de 1500 km par seconde et va se diluer dans l'espace dans les prochains millénaires. Au sein de la nébuleuse demeure le résidu compact de l'étoile qui a explosé, le pulsar du crabe. L'âge du pulsar est inférieur à 1000 ans. Il génère un rayonnement électromagnétique 100 000 fois plus intense que le Soleil. C'est lui qui induit la forte luminosité de la partie centrale de la nébuleuse du crabe. La nébuleuse et le pulsar forment une structure des plus étudiées en dehors du système solaire, car ces 2 objets sont parmi les plus lumineux de leur catégorie respective. Sans compter que la date de l'explosion est parfaitement connue. SN 1054 est la supernova la plus célèbre de l'histoire de l'astronomie. En hiver, dans l'hémisphère nord, elle est observable dans une petite lunette et apparaît comme une jolie tache grisée sur le fond stellaire de la Voie lactée. La supernova 2014J s'est produite dans la galaxie M82 en janvier 2014. Il s'agit d'une supernova de type 1A et c'est la plus proche découverte depuis plus de 40 ans. Elle demeure à ce jour la supernova la plus brillante observée dans la galaxie du Cigare depuis des décennies. Elle a été largement étudiée dans différentes longueurs d'onde du fait de sa luminosité inhabituelle et de sa proximité. Bien moins spectaculaire que les supernovas de type 2, qui constituent le point final des étoiles massives dont le reste est généralement une étoile à neutrons, les supernovas de type 1A se produisent lors de l'explosion d'étoiles plus petites que l'on appelle les naines blanches. Leurs explosions sont dites thermonucléaires. À l'issue de l'explosion, il ne subsiste dans l'espace qu'un gigantesque jet de particules nommé rémanent. La supernova a été découverte le 21 janvier 2014 par hasard, alors que l'astronome Steve Fossey formait ses étudiants à l'utilisation d'un petit télescope à l'Observatoire de l'Université de Londres. Le scientifique voulait simplement profiter d'un court espace dans la couverture nuageuse de Londres. Lui et ses étudiants remarquent alors une nouvelle étoile brillante dans les images prises de la galaxie du Cigare. La découverte a été signalée au bureau central des télégrammes astronomiques de l'Union astronomique, qui leur a confirmé qu'ils étaient les premiers à repérer cette supernova. Au moment où elle a été découverte, la supernova était à 14 jours de sa lumière maximale, ce qui suggérait qu'elle deviendrait plus lumineuse au cours des 2 semaines suivantes. Elle a ainsi continué à devenir plus brillante jusqu'au 31 janvier, date à laquelle elle affichait une magnitude apparente de 10,5. Les quasars sont les sources les plus lumineuses de l'univers. Le mot quasar provient d'une abréviation anglaise signifiant source de rayonnement radio quasi-stellaire. Il s'agit d'astres extrêmement lointains, ressemblant à des étoiles très brillantes lorsqu'on les observe au télescope, mais qui sont en réalité des exemples de noyaux actifs de galaxies.
Leur impressionnante énergie provient de l'accrétion de la matière par des trous noirs supermassifs en rotation qui peuvent contenir des millions à des milliards de masses solaires. Les trous noirs qui siègent au centre des galaxies sont d'un tout autre calibre que ceux issus des étoiles. Alors que ces derniers atteignent quelquefois la masse du Soleil, les trous noirs des galaxies affichent des millions, voire des milliards de masses solaires. La puissance lumineuse émise par les quasars peut atteindre 10 000 fois la luminosité totale rayonnée par les centaines de milliards d'étoiles d'une galaxie de la taille de notre Voie lactée. Néanmoins, la plupart des galaxies ne sont pas le siège d'un tel déchaînement de violence. On pense que les quasars gagnent en puissance par l'accrétion de matière autour des trous noirs supermassifs présents dans le noyau de ces galaxies. Aucun autre mécanisme ne paraît capable d'expliquer les immenses énergies libérées et leur rapide variabilité. Mais des phénomènes sont encore inexpliqués à ce jour. Par exemple, certaines galaxies relativement tranquilles semblent passer tout à coup au stade de quasar, en quelques mois à peine. La remarquable luminosité des quasars est utilisée comme un outil de sondage des espaces intergalactiques jusqu'aux limites de l'univers observable. Avant d'arriver dans nos télescopes, les photons émis par les quasars peuvent rencontrer des nuages ténus de gaz intergalactiques sur leur trajet de plusieurs milliards d'années-lumière. Les systèmes d'absorption des quasars apportent une information complémentaire sur les structures que celles fournies par les distributions de galaxies. La multiplication du nombre de quasars connus avec leur spectre d'absorption permet des études statistiques plus poussées sur la distribution et les propriétés des nuages de gaz intergalactiques et leur lien avec la matière sombre et les galaxies existantes ou en cours de formation. Les systèmes d'absorption permettent de sonder des moments précis distribués sur toute l'histoire de l'univers, mais aussi à investir des problématiques essentielles de la cosmologie et même de la physique. Les premiers quasars ont été vus dès la fin des années 1950. Et aujourd'hui, on en dénombre plus de 100 000. Le quasar 3C 273 se situe à une distance astronomique de 2,44 années-lumière, soit 1000 fois plus loin que la galaxie d'Andromède. On le retrouve dans la constellation de la Vierge. D'après la loi de Hubble et compte tenu de sa distance, ce quasar s'éloigne à près de 50 000 km par seconde. Le trou noir en son centre a besoin de l'équivalent de plusieurs centaines de fois la masse du Soleil par an pour se nourrir. Il évacue une partie de cette matière sous la forme d'un immense jet. Lorsqu'il n'aura plus suffisamment d'énergie pour se nourrir, sa galaxie hôte redeviendra un astre ordinaire et sa luminosité diminuera. S'il y a bien dans l'univers un objet réputé pour sa violence sans précédent, c'est le quasar 3C 186. Ce double quasar émet des ondes dans tous les domaines de la lumière. Il se trouve dans la constellation du Lynx à plus de 8 milliards d'années-lumière. 3C 186 se situe au cœur de la galaxie PGC 28-17-581. Il possède plusieurs particularités. Sa lumière centrale est décalée d'environ 35 000 années-lumière par rapport au centre de la galaxie. Ce décalage est dû à l'interaction entre 3C 186 et le deuxième trou noir qui siège à l'intérieur de lui-même. Les répercussions de ces deux trous noirs supermassifs perturbent la galaxie en la désagrégeant et en dispersant ses étoiles. L'interaction entre les deux trous noirs aurait eu lieu il y a 5 millions d'années. Les astronomes estiment que 3C 186 quittera la galaxie d'ici environ une vingtaine de millions d'années. Il en résultera alors deux trous noirs supermassifs qui fusionneront
et formeront un trou noir qui arborera une masse équivalente à 1 milliard de masses solaires. La Terre a été frappée par de nombreux astéroïdes. Des collisions qui ont joué un rôle majeur dans l'histoire de sa formation et de son évolution. Quelques 9 milliards d'années se sont écoulées depuis le Big Bang. Le superamas local contient plus de 10 000 individus. À sa périphérie, le groupe local se constitue une cinquantaine de galaxies dont la Voie lactée, l'une des plus vastes. Elle est pourvue d'un disque mince constitué d'étoiles et de gaz. Ce gaz, très dilué, se concentre à quelques endroits en spirale beaucoup plus dense. Ces nuages interstellaires sont opacifiés par des molécules et des grains de poussière. L'un d'eux erre fièrement à 27 000 années-lumière du centre de la Voie lactée. C'est alors qu'un fragment de cette nébuleuse s'effondre sur lui-même. La contraction transforme ce globule en proto-étoile et son énergie en rayonnement. En son cœur, la température s'élève tellement que des réactions thermonucléaires provoquent la fusion de l'hydrogène. Une étoile est née, mais pas n'importe laquelle, notre Soleil. Avant sa contraction finale, la proto-étoile s'est entourée d'un disque de gaz et de poussière qui se divise par la suite en d'innombrables petits corps. Certains s'agglomèrent en plus grosses structures. La matière qui tourne trop vite pour rejoindre le Soleil en cours de formation prend la forme d'un disque constitué de gaz, de grains de poussière et d'agrégats minuscules de substances à l'état solide. Les grains se collent peu à peu les uns aux autres jusqu'à s'agglomérer en blocs. Sous l'effet de la gravité, des corps de plus d'1 kilomètre se forment. Les plus gros d'entre eux absorbent tout ce qui se trouve dans leur zone d'influence. Des embryons planétaires voient le jour. Leur masse est d'autant plus importante que l'on s'éloigne du Soleil. En dessous de la ligne de glace, le milieu se vide peu à peu de son gaz et les embryons planétaires voient leur orbite s'allonger au point de pouvoir se croiser. De violentes collisions ont lieu, ne laissant intacts seulement 4 individus qui seront les planètes telluriques actuelles, dont la Terre. À peine ébauchée, la Terre connaît déjà une vie mouvementée. Notre planète a nettoyé sa zone orbitale. Seule exception, les 2 points de Lagrange L4 et L5 du système Terre-Soleil offrent un abri aux planétésimaux attirés vers la Terre lors de sa formation. C'est ainsi que le point L4 abrite un embryon planétaire qui a pu continuer de se développer jusqu'à atteindre la taille actuelle de la planète Mars. Il répond au nom de Theia. Arrivé à une masse trop importante, Theia devient instable et s'échappe de son point d'équilibre L4. Elle suit alors une orbite autour du Soleil jusqu'à entrer en collision avec la Terre. Theia est totalement déchiquetée. Ses morceaux se dispersent aux alentours. Son noyau, principalement constitué de fer, s'ensevelit au cœur de la Terre. 24 heures après l'impact, notre future planète se retrouve entourée d'un disque de roches légères issues des 2 manteaux planétaires ayant subi la collision. Au bout de quelques années, ces roches s'agglomèrent jusqu'à former un nouvel objet céleste à 20 000 km de la Terre qui s'éloignera peu à peu pour devenir son satellite et qui s'appelle la Lune. Cette collision cosmique ne semble de prime abord pas plus exceptionnelle qu'une autre. Et pourtant, en dotant la Terre d'un si gros satellite capable de stabiliser son axe de rotation, cette collision est paradoxalement un événement essentiel de l'évolution future de la vie. La Lune joue un rôle très important dans l'existence de la vie sur Terre. Elle exerce une influence majeure sur la météo, les migrations de certains animaux
le champ magnétique terrestre et dans bien d'autres domaines. C'est également grâce à elle que les journées durent 24 heures. L'inclinaison de la Terre est maintenue à un point stable grâce à la gravité de la Lune. Si la Lune n'était pas là, notre planète bougerait de haut en bas durant sa rotation. Et si de tels mouvements sauvages avaient lieu, le vent et les nuages se déplaceraient plus vite et les conditions météorologiques seraient extrêmement rudes et beaucoup moins propices à la vie. Le phénomène des 4 saisons est également dû à ces modifications de la rotation et de l'axe de la Terre. Sans la Lune, la Terre tournerait sur son axe en 8 heures au lieu de 24 heures. La gravité de la Lune ralentit en effet le mouvement de la Terre, ce qui entraîne des répercussions énormes sur l'évolution de la vie sur Terre. Si une journée durait 8 heures, les espèces animales devraient s'adapter à des changements de température rapides et auraient certainement évolué très différemment. Durant les premiers jours de la Lune, les vents solaires se faisaient beaucoup plus violents. À l'époque, elle était plus proche de la Terre et son champ magnétique a suffi à protéger son atmosphère et à servir de bouclier contre les vents solaires. Si la Terre n'avait pas d'atmosphère, la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui ne serait pas possible. Elle contient l'oxygène que nous respirons et nous protège des rayons ultraviolets et des rayons cosmiques. L'effet de la gravité de la Lune et du Soleil sur la Terre déforme légèrement la planète d'avant en arrière. C'est ce qu'on appelle les forces de marée qui provoquent les marées des océans. Les marées ont probablement propulsé les premières formes de vie marine sur la terre ferme. Il est également possible que les marées aient influencé la tectonique des plaques de la Terre. C'est grâce à l'activité sismique que la surface de la planète a pu se refroidir et qu'elle est devenue habitable. Il y a 4 milliards d'années, des impacts météoriques et cométaires de grande ampleur ont touché les planètes telluriques. C'est lors des missions Apollo 15, Apollo 16 et Apollo 17 que cette période théorique de l'histoire du système solaire a pu être avancée. Les sites d'atterrissage de ces missions ont été établis à proximité de grands bassins d'impact qui sont la mer des pluies, la mer des nectars et la mer de la sérénité. Des échantillons de roches lunaires furent prélevés et les analyses effectuées sur Terre révélèrent que leur âge s'étalait aux alentours de 3,8 à 4,1 milliards d'années, une période relativement courte. Ces données furent confrontées à la datation d'autres météorites d'origine lunaire récupérées sur Terre. À cause de l'érosion, les traces d'impact d'origines anciennes sont très rares sur notre planète. Même si cela a longtemps été interprété comme la preuve que la surface de la Terre était restée longtemps liquide, il semblerait qu'en réalité, le temps de solidification soit bien plus rapide et que la jeunesse de la croûte terrestre soit due à la théorie du grand bombardement tardif. Au début de la formation du système solaire, les 4 planètes géantes sont bien plus proches les unes des autres qu'actuellement. Uranus est la plus éloignée du Soleil et se trouve proche du bord interne d'un disque riche en planétissimaux. À peine 600 millions d'années après la formation du système solaire, les planètes géantes gazeuses entament une migration en raison d'interactions gravitationnelles avec les petits objets qui demeurent au bord interne du disque. Saturne, Neptune et Uranus se déplacent fortement vers l'intérieur et Jupiter plus modérément. La période de rotation de Jupiter autour du Soleil vaut la moitié de celle de Saturne. Ce mouvement déstabilise totalement le système solaire et les collisions des petits corps avec les planètes telluriques s'accroissent. C'est le début du chaos. Saturne est repoussé par Jupiter sur son orbite définitive et entre en interaction avec Neptune et Uranus.
Ces deux dernières se trouvent alors expulsées sur des orbites bien plus allongées. Elles plongent au sein du disque rempli de planétissimaux et éjectent des milliers d'entre eux loin de leurs orbites initiales. Majoritairement, ces petits corps volent à l'extérieur du système solaire, donnant naissance, entre autres, à la ceinture de Kuiper. Mais certains d'entre eux prennent la direction de l'intérieur. Les 4 planètes telluriques, ainsi que la Lune, subissent de nombreux impacts d'une intense brutalité. La Terre aurait été percutée par 22 000 météorites géantes. Certains astéroïdes avaient un diamètre supérieur à la taille de la France. Les océans qui recouvraient alors la surface de la Terre sont partiellement vaporisés. Mercure, la Lune et Mars portent les stigmates de ce bombardement massif. Sur la planète Mars, le bassin d'impact Hellas Planitia a été mis en relation avec le grand bombardement tardif d'après l'analyse d'échantillons lunaires. Le bassin mesure environ 2200 km de diamètre et 9500 mètres de profondeur. C'est la plus grande structure d'impact de la planète Mars visible depuis la Terre. Le bassin apparaît comme une zone claire à cause de l'albédo élevé des poussières constamment remuées par les vents. Le bassin d'Hellas Planitia est entouré de reliefs qui ont été provoqués par l'impact. À l'ouest, le bord du bassin est marqué par une chaîne montagneuse. Elle atteint localement 2000 mètres d'altitude. À l'est, le bord est quant à lui marqué par des vallées représentant des lits de grands fleuves désormais asséchés. L'eau a été présente en abondance dans le bassin d'impact. Sur la planète Mercure, le bassin Caloris est le cratère météorique le plus massif connu à ce jour. Il se situe dans l'un des 2 pôles chauds de la planète. Il mesure environ 1150 km de diamètre et a été formé par la chute d'un astéroïde dont le diamètre avoisinait les 150 km. Le bassin est entouré de montagnes qui culminent à presque 2 km de hauteur. Son fond est rempli de lave refroidie, faisant penser à des mares lunaires. Sur environ 1000 km, les matériaux éjectés par l'impact forment des anneaux entourant le bassin. L'impact ayant formé le bassin Caloris est soupçonné d'avoir déclenché une activité volcanique sur Mercure. L'impact aurait également libéré des éléments lourds du manteau de la planète, comme du sodium et du potassium. Étant profond d'environ 130 km, des éléments ont pu remonter du manteau lors de mouvements de réajustement. Sur la Lune, la mare orientale et la mer des pluies sont des bassins qui auraient également été creusés lors du grand bombardement tardif. La mare orientale est une mer lunaire formée par l'impact d'une météorite qui a eu comme conséquence de soulever les montagnes en bordure du cratère. C'est l'une des structures les plus impressionnantes de la Lune, avec un diamètre avoisinant les 900 km. 2 chaînes de montagnes ceinturent la mare orientale. Les monts Rook mesurant 700 km de diamètre et les monts Cordillera en mesurant 900. La mer des pluies est une mer que l'on retrouve sur la face visible de la Lune et qui se serait formée à la suite du remplissage par de la lave liquide d'un cratère d'impact géant préexistant nommé le bassin des pluies. Ce dernier est entouré de 3 anneaux montagneux qui se composent chacun de plusieurs chaînes montagneuses. Sur environ 800 km de distance, une zone est recouverte d'éjecta, formant une région au nouveau relief. Les impacts d'astéroïdes sont des phénomènes courants survenant dans le système solaire. Il y a 160 millions d'années, une collision entre 2 gros objets de la ceinture d'astéroïdes produit de nombreux fragments que l'on appelle la famille de Batistina. Le premier corps évolue sur le bord interne de la ceinture d'astéroïdes et se situe à un peu plus de 2 unités astronomiques du Soleil. Malgré le fait que sa croissance se trouve limitée par la présence perturbatrice de Jupiter,
il arbore un diamètre de 170 km. Une taille très respectable. Il est l'un des plus gros astéroïdes de la ceinture principale. Le deuxième corps en jeu dans la collision est un autre astéroïde de 60 km de diamètre. Il parcourt une orbite similaire à celle du premier astéroïde. Un jour, tous deux finissent par se heurter. Le choc survient à une vitesse de 3 km par seconde. Il est si violent que les deux astéroïdes sont réduits en une poussière de débris qui vont de nouveau s'agréger et former une famille d'objets aux caractéristiques orbitales similaires. Il s'agit de la famille de Batistina. Cette famille d'astéroïdes regroupe environ 2500 membres connus. Il y a plusieurs années, nous pensions que certains d'entre eux étaient à l'origine de collisions cosmiques remarquables avec celle qui provoqua le cratère de Tycho sur la Lune, ou encore un choc direct avec la Terre il y a 66 millions d'années. Cependant, des données du Wide Field Infrared Survey Explorer en 2011 ont remis en question cette hypothèse, suggérant que la famille de Batistina s'était en réalité formée bien plus récemment qu'on ne le pensait précédemment, il y a seulement 80 millions d'années. Par conséquent, l'origine de l'impacteur qui a causé l'extinction des dinosaures non aviaires reste un mystère non résolu. Des études supplémentaires et une exploration plus poussée de la ceinture d'astéroïdes pourraient un jour éclaircir ce mystère et nous aider à comprendre les forces à l'œuvre qui ont déclenché ces impacts. Les astéroïdes peuvent subir un effet qui affecte leur rotation sur eux-mêmes en présence d'un rayonnement. Lorsque la face de l'objet est éclairée par la source de rayonnement, elle reçoit de l'énergie. Au bout d'un demi-tour, cette même face passe alors à l'ombre et rayonne vers l'extérieur l'énergie qu'elle a préalablement reçue. Il s'exerce par conséquent sur l'objet une très faible poussée dépendant de sa forme et de son état de surface. On appelle cela l'effet Yarkovsky, du nom de l'ingénieur russe qui a découvert ce phénomène. De nombreux individus sont alors perturbés par Jupiter et les autres planètes. Ils se retrouvent injectés sur des orbites les menant à croiser celles de la Terre et de la Lune. Il y a 108 millions d'années, un astéroïde arborant une taille de 10 km de diamètre se dirige assez bas à l'horizon ouest de la Lune et la percute. Le choc creuse un énorme cratère d'impact nommé Tycho. Cela projette sur l'hémisphère sud de la Lune de minces fissures qui s'étendent jusqu'à plus de 1000 km dans toutes les directions. Le cratère se situe dans les montagnes lunaires du Sud. Il comporte des contours bien définis et son intérieur se caractérise par un albédo important. Le diamètre du cratère est de 82 km et ses bords s'élèvent à 4,7 km au-dessus du niveau du plancher. À cette époque, depuis la Terre, ce sont les dinosaures qui sont témoins de cette collision cosmique. Ils ne se doutent pas encore qu'ils seront les prochaines victimes de ces visites cosmiques. Le cratère de Chicxulub est l'impact d'astéroïdes le plus célèbre sur Terre. Il s'est produit il y a environ 66 millions d'années dans la péninsule du Yucatan, au Mexique, et est associé à une des plus importantes extinctions de masse. L'astéroïde à l'origine de l'impact mesure une dizaine de kilomètres de diamètre. Au contact de la Terre, il a formé un cratère d'un diamètre de 180 km. Cela suggère une puissance d'explosion proche de plusieurs milliards de fois celle de la bombe d'Hiroshima. Le bassin du cratère se trouve recouvert d'environ 1000 mètres de calcaire. Il s'étend sous la terre ferme et sous le golfe du Mexique. Les scientifiques tentent d'expliquer ce qui s'est réellement passé lors de l'impact qui a causé la perte de ceux qui régnaient en maître à l'époque, les dinosaures. À cette époque, ces gigantesques et majestueux animaux dominent l'écosystème animal de la planète depuis 165 millions d'années. Ils sont les plus imposantes créatures que la Terre n'ait jamais abritées. Les dinosaures sont très diversifiés et sont répartis sur l'ensemble de la planète.
un astéroïde se trouvant dans une région située entre les orbites de Mars et de Jupiter se voit alors projeté à plusieurs kilomètres par seconde. Il se dirige droit vers la Terre jusqu'à l'impact qui forma un immense cratère. L'énergie libérée est si intense que la roche de la croûte terrestre se liquéfie. En moins d'une seconde, toute l'eau qui se trouve dans un rayon de 60 km autour de l'impact se transforme en vapeur. Les animaux des alentours sont instantanément tués. Quelques secondes après l'impact, l'onde de choc dégage une chaleur insoutenable qui traverse l'océan. Tout ce qui se trouve sur son passage s'évapore ou est fondu. Il faudra quelques années seulement pour que la vie réapparaisse dans le cratère de l'impact, mais plus de 30 000 ans pour qu'un écosystème florissant s'y développe. Des recherches scientifiques ont révélé la présence de terriers creusés par des crevettes et des vers, ainsi que des microfossiles de plancton et d'algues. Cela suggère que le cratère est devenu habitable peu de temps après l'impact, alors même que l'extinction de masse n'était pas terminée. La preuve de l'existence de cet impact a été confirmée un peu avant les années 1980. Une mince couche noire d'argile d'à peine quelques millimètres d'épaisseur a été révélée dans certaines des couches géologiques entre les strates du Crétacé et du Tertiaire. Cette limite géologique présente un taux anormal d'iridium. Ce dernier est un élément qui, bien que rare sur Terre, se trouve abondamment dans certaines météorites. Il arrive que les scientifiques retrouvent des quantités infimes d'iridium dans les roches sédimentaires terrestres, ce qui est dû à de fines pluies de micrométéorites fréquentes sur la planète. Mais l'analyse de cette couche Crétacé-Tertiaire dévoile des résultats bien supérieurs. C'est pourquoi il a été suggéré que la planète avait dû subir la chute d'une énorme météorite. À cette époque, le cratère demeurait introuvable. C'est en 1981 que deux géophysiciens employés par la société pétrolière mexicaine Petróleos Mexicanos investiguent le Yucatan et découvrent cette structure géologique inhabituelle. La chute de cette météorite a marqué la fin du Crétacé et fut à l'origine d'un bouleversement climatique qui entraîna l'extinction des dinosaures non aviens et d'une grande partie des espèces animales et végétales de l'époque, autant sur la Terre que dans les mers. Sans cet événement, l'histoire de la Terre serait totalement différente et nous ne serions certainement pas là pour en parler. Le dôme de Vredefort est le cratère d'impact le plus grand connu sur Terre. Il se situe en Afrique du Sud, sur le territoire de la province de l'État libre. En 2005, le dôme de Vredefort a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO grâce à son intérêt scientifique et à son aspect paysager. La ville de Vredefort a été bâtie à l'intérieur même du cratère de l'impact. L'impact de l'astéroïde est daté de 2 milliards d'années. Il était jusqu'à assez récemment le plus vieux cratère d'impact connu sur Terre. Jusqu'à la découverte du cratère de Maniitsoq au Groenland, dont l'âge est estimé à 3 milliards d'années. Le diamètre de l'astéroïde a été estimé à 15 km. Il a creusé un cratère d'un diamètre d'environ 300 km. Vredefort est l'un des rares cratères qui présentent des anneaux multiples terrestres, alors que souvent l'érosion et la tectonique des plaques détruisent ce phénomène. Le dôme n'est que la partie centrale de l'astroblème qui s'étend réellement sur 360 km de long, en partant de Johannesburg jusqu'à Welcome dans le Free State. La stabilité géologique de l'Afrique du Sud a permis la pérennité du cratère. Il est l'un des seuls cratères à être traversé par un fleuve depuis près de 280 millions d'années, le Vaal. L'impact de l'astéroïde aurait réellement mis à mal la planète en provoquant des incendies dans le monde entier. L'énorme quantité de poussière projetée dans l'atmosphère aurait modifié le climat durant des années. Situé en Ontario, au Canada, le bassin de Sudbury est un cratère formé il y a environ 1,85 milliard d'années.
Il est le second plus grand cratère d'impact connu sur Terre, mais également l'un des plus anciens. Il se situe sur le bouclier canadien dans la ville de Grand Sudbury. Le bassin de Sudbury mesure 62 km de long, 30 km de large et 15 km de profondeur. Le diamètre de la météorite a été estimé à une dizaine de kilomètres. Les fragments de roches éjectés lors de l'impact ont parcouru pour certains plus de 800 km et ont été disséminés sur une superficie de 1 600 000 km². Les scientifiques suggèrent même qu'un tel impact a pu disperser des débris dans le monde entier, mais qu'ils ont depuis été érodés. L'impact ayant provoqué le cratère de Maniitsoq aurait eu lieu il y a environ 3 milliards d'années. Il est le plus vieux cratère terrestre de météorites connu et demeure pourtant totalement invisible aujourd'hui à cause de l'érosion. C'est grâce à l'analyse de la nature des roches que les scientifiques ont réussi à prouver qu'il s'agissait d'un impact d'astéroïde. Ce dernier devait avoir un diamètre d'environ 30 km et aurait creusé un cratère d'un diamètre de 600 km à l'origine. À l'époque, seules les bactéries commençaient à peupler la planète. Mais si un tel objet nous percutait aujourd'hui, il exterminerait toutes les formes de vie sur Terre. Également connu de nos jours sous le nom de météore-cratère, le cratère de Barringer est situé en Arizona, aux États-Unis, à 60 km à l'est de Flagstaff. Il s'agit d'un cratère bien préservé, formé par l'impact d'un petit astéroïde il y a environ 50 000 ans. À la fin du Pléistocène, un objet à la composition particulière se précipite vers la Terre. Il est fait de fer et de nickel et serait plutôt le fragment d'un cœur de planète en cours de formation plutôt qu'un petit corps du système solaire primitif. Il est de ce fait beaucoup plus résistant aux contraintes qu'impose l'atmosphère terrestre que les blocs de roche ou de glace. Dès lors qu'il atteint une altitude d'environ 14 km, il finit par se briser sous l'effet des couches d'air de plus en plus denses. La météorite se divise en deux parties. D'un côté, un bloc formé de la moitié de sa masse initiale, et de l'autre, des petits fragments qui entourent l'impact initial sur 200 mètres de diamètre. Le bloc principal, d'une masse de 300 000 tonnes, touche la Terre à une vitesse phénoménale de 12 km/s. La collision forme un cratère de plus d'1 km de diamètre. À l'époque, cette zone est une savane herbeuse occupée par des mammouths et des paresseux. L'impact dégage une énergie équivalente à celle d'une explosion thermonucléaire. Toute forme de vie est détruite dans un rayon de plusieurs kilomètres à cause du souffle et de la chaleur provoquée par la collision. L'impact ne provoquera pas de changement de climat notable sur la planète. Météore-cratère prend une forme de bol qui mesure entre 1200 et 1400 mètres de diamètre et 190 mètres de profondeur. C'est aujourd'hui une attraction touristique populaire. Le cratère de Warburton se situe en Australie, près de la ville de Rabanda. Son diamètre est d'environ 5 km. L'impact de l'astéroïde aurait eu lieu il y a 100 millions d'années durant le Crétacé, bien avant l'impact qui forma le célèbre cratère de Chicxulub. La découverte du cratère de Warburton a été faite dans une région au paysage très plat. L'érosion a fait son œuvre et on ne se doute pas en surface qu'il puisse y avoir un cratère. L'astéroïde ayant formé l'impact devait faire entre 100 et 200 mètres de diamètre. Le cratère est enfoui sous plusieurs kilomètres de sédiments. Il ne s'agirait pas d'un unique cratère d'impact, mais bien de deux cratères d'une largeur de 200 km qui forment une structure de 400 km de diamètre. Les deux impacts ont pu se produire simultanément en raison de la fragmentation d'un astéroïde.
Le cratère Popigaï se situe en Sibérie. Il est le 4e plus grand cratère d'impact terrestre connu, avec son diamètre d'une centaine de kilomètres. Sa formation est due à la chute d'une météorite il y a 35,7 millions d'années durant l'Éocène supérieur. Il a été désigné comme un géoparc par l'UNESCO en tant que site possédant un héritage géologique spécifique. Popigaï est également la plus grande mine de diamants. Durant la guerre froide et pendant des décennies, elle a été gardée secrète. Les ondes de choc de l'impact auraient instantanément transformé le graphite en diamant dans un rayon de 14 km. Cette mine contiendrait l'équivalent de 10 000 milliards de carats. Il y a un peu plus de 200 millions d'années, un astéroïde venait frapper la région de la côte nord du Québec au Canada et formait le cratère de Manicouagan. Il est l'un des cratères d'impact les plus anciens et les plus importants de la planète. Du fait de l'érosion causée par les glaciers, il n'est pas aisément visible sur la surface de la Terre. Sa structure concentrique d'environ 100 km de diamètre s'explique par les ondes de choc transmises lors de l'impact. La météorite responsable mesurait environ 5 km de diamètre. La comète Shoemaker-Levy, parfois abrégée SL9, est célèbre dans le domaine de l'astronomie puisqu'elle est la première à offrir une observation directe d'une collision entre deux objets du système solaire en dehors de la Terre. Elle a pu être observée attentivement par des astronomes depuis le monde entier. La comète Shoemaker-Levy s'est disloquée lors de son approche de la planète Jupiter jusqu'à la percuter en juillet 1994. Cette collision a permis la découverte de nouveaux éléments au sujet de Jupiter et a mis en évidence son rôle primordial dans la diminution des débris spatiaux au sein du système solaire. Cette comète a la particularité d'être en orbite autour de Jupiter depuis un certain temps, au lieu d'être en orbite autour du Soleil comme le sont toutes les autres comètes connues à cette époque. En 1992, elle était déjà passée très près de Jupiter, à un peu plus de 40 000 km du sommet des nuages de cette dernière. La collision de 1994 est de plus loin la plus proche et a produit la fragmentation de la comète. Chaque fragment est désigné par une lettre allant du fragment A au fragment W. La rencontre de 1994 était attendue. Les astronomes avaient préparé leurs télescopes terrestres et plusieurs observatoires spatiaux étaient prêts à observer l'impact en direct. Le 16 juillet 1994, à un peu plus de 20 heures, le fragment A frappe l'hémisphère sud de Jupiter à la vitesse d'environ 60 km/s. Une boule de feu se forme alors, atteignant une température d'environ 24 000 Kelvin, puis chute rapidement à près de 1500 Kelvin. Les observateurs voient apparaître, après ce premier impact, une énorme tache noire. Ce seraient les effets des débris de l'impact. Durant la semaine qui suivit, 21 impacts seront enregistrés, dont le plus important est produit par le fragment G. Il a eu lieu le 18 juillet à environ 7h30 et il crée une tache sombre géante de plus de 12 000 km de large. Le 22 juillet, le dernier fragment, le fragment W, frappe Jupiter. L'observation directe de cette collision a fourni de nombreuses informations sur Jupiter. La planète est depuis considérée comme une sorte d'aspirateur cosmique au sein du système solaire. Jupiter, avec sa forte influence gravitationnelle, attire à elle de nombreuses petites comètes et astéroïdes. Son taux d'impact est estimé entre 2000 et 8000 fois plus important que celui de notre planète. En d'autres termes, si Jupiter n'était pas là, les impacts avec des astéroïdes sur les autres planètes du système solaire seraient beaucoup plus importants. Des astronomes ont même été plus loin en émettant l'hypothèse que sans Jupiter pour intercepter les impacts potentiels, les collisions menant à des extinctions de masse, comme l'impact cosmique à l'origine du cratère de Chicxulub, seraient beaucoup plus fréquentes et la Terre n'aurait certainement pas été en mesure de voir se développer une forme de vie complexe.
L'étude des impacts passés, de leur fréquence et la raison pour laquelle ils se produisent, nous permettent de mieux comprendre l'histoire géologique. Les collisions jouent un rôle essentiel dans la formation de nouvelles galaxies, par exemple, et permettent d'appréhender ces structures complexes et leurs interactions gravitationnelles. L'étude des impacts nous permet de retracer l'histoire des corps et à mieux comprendre les processus d'accrétion et de différenciation planétaire. Les interactions gravitationnelles entre les corps lors des collisions peuvent aider les scientifiques à cartographier la distribution de la matière dans l'univers. Bien au-delà de la compréhension même de l'univers, l'étude des collisions cosmiques passées nous permet de prédire les événements futurs. Dans un futur bien plus lointain, d'ici environ 4 milliards d'années, il est prédit que notre propre galaxie, la Voie lactée, entrera en collision avec sa voisine la plus proche, la galaxie d'Andromède. Les scientifiques déterminent aujourd'hui que les deux galaxies se dirigent l'une vers l'autre à plus de 100 km/s. Même si les étoiles, du fait des distances si grandes entre elles, passent les unes à côté des autres sans se heurter de front, les nuages interstellaires entreront en interaction jusqu'à former une flambée d'étoiles qui épuisera la quasi-totalité du gaz disponible. Cette collision est considérée comme une rencontre majeure et aura un impact significatif sur la structure et l'évolution des deux galaxies. Les recherches actuelles permettent de déterminer qu'elles fusionneront pour former une nouvelle galaxie elliptique dépourvue de gaz interstellaire. Cette dernière demeurera dominante dans le groupe local. Le ciel, tel que nous l'observons aujourd'hui, est éphémère, même si au cours d'une seule vie humaine, les changements sont infimes. Mais d'ici quelques millions d'années, la cartographie sera complètement différente.